plus, on a plein de gens en web diffusion sur le site de Facebook. Donc, on va essayer d'être disciplinés. Ouais. Merci, Christian Messier, d'avoir accepté mon invitation pour clore cette session 2018 de notre série de conférences de l'ISFAR. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais te présenter brièvement parce que je crois pas que tu aies vraiment besoin de présentation puisque tu es le directeur de l'ISFAR. Les gens te connaissent bien, mais quand même, on a des gens qui sont moins bien connus, entre autres un monsieur ici que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Alors, chers amis, Christian Messier, directeur de l'ISFAR et professeur au département des sciences naturelles de l'UQO et aussi professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM depuis 1991 déjà. Christian est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 depuis 2018 sur la résilience des forêts face aux changements globaux. Il est aussi titulaire de la chaire CRSNG Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres. Parmi ses nombreux intérêts de recherche, on peut souligner l'écologie forestière, les systèmes adaptatifs complexes, la physiologie de l'arbre, l'aménagement forestier durable, l'écologie fonctionnelle, la sylviculture et la foresterie urbaine. Alors voilà, j'aurais pu nommer toutes les prises et distinctions qu'on t'a remis au cours des dernières années, mais bon, je vais te laisser le parole. Alors merci Christian et... Merci David. En fait, tu as oublié une chose. Oui. Je fais de la recherche sur la production de sirop d'érable. Et il y a quelque chose qu'on va souligner. En fait, j'ai appris ça ce matin, mais c'est ta dernière prestation comme coordinateur de ces séminaires-là. Puis je pense qu'il a bien fait. Hein? Je pense qu'on peut l'applaudir. Comme tu es le meilleur, ben, on a pensé t'offrir le meilleur sirop du monde. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Quel honneur. Merci. Donc, j'ai changé de sujet. Je vais vous faire parler de mon voyage du dernier mois. Ça vous intéresse aussi? Ben oui. Hein, ça va être plus intéressant. Ici, c'est une magnifique maison. Ici, là, maison privée. C'est ma propriétaire privée qui m'avait invité puis qui avait invité tous ses voisins. J'ai fait une conférence en Belgique. Et on était promenés dans ces forêts. Vous voyez, c'est très typique de forêts d'Europe, très aménagées. Et chaque arbre, hein, on passe énormément de temps au niveau de chaque arbre pour s'assurer qu'il va bien pousser. Et ces gens-là avaient quelque chose de particulier. Ben, il y avait un petit Jeep Willys, puis on s'est promené dans la forêt en Jeep Willys. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ça. Je songe maintenant à me griller d'une Jeep Willys. Ça ressemble à Donald Trump, là. Ouais. Ici, peut-être vous posez la question. Ici, ben, vous avez presque perdu votre directeur de l'ISFAR. Parce que je suis arrivé à Bonn le 14 octobre. Et comme je descendais du train, il y avait des policiers partout qui m'ont... Donc, tous les gens, ils les ont fait sortir de vitesse, puis il y avait une attaque terroriste au même moment à la gare de Bonn. Donc, je ne sais pas si on peut parler de chance ou de malchance, mais disons que je suis arrivé, il semblerait 15 minutes après le début. C'est une personne qui avait pris des gens en otage dans une pharmacie, puis il y avait un fusil, puis finalement, ça a bien fini. Il n'y a pas tué personne. Mais bon. Et ici, ben, ça, c'est petit appartement que j'ai loué dans la forêt noire, qui était situé juste en bas ici. Puis là, en arrière, on allait se promener, puis c'était la vue. Et quelquefois, on est chanceux, on se promène. Non, je savais qu'il partirait, mais en tout cas, ça ne sera pas trop long, je vais le retrouver. On se promène en forêt noire. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, le monsieur avec... Vous le reconnaissez? Non. Ouais. Lui qui faisait des annonces de Ricola. Ouais, vous le reconnaissez pas. Jean? C'est beau ça, hein? Dans les montagnes suisses ou les monts. C'est Michael, Scherer Lorenzen. Ah ouais, pour vrai? Qui s'amuse à faire ça aussi quand il va en forêt. Voilà.
Et pour terminer, après mon périple en Allemagne, on a eu une magnifique réunion à Colombie. Fred était là. Juste vous dire que le réseau UQ a organisé une visite avec les professeurs des universités de Colombie pour essayer de développer plus de collaboration entre le Québec et la Colombie. Il y avait les gens du FQRNT, il y avait des gens de différents niveaux. Et il semblerait, on nous a dit, qu'on devrait nous annoncer un nouveau fonds en 2019 pour proposer des projets de collaboration Colombie-Québec. Je ne sais pas si Fred, tu veux ajouter quelque chose. En tout cas, c'est dans tous les domaines. Hein? C'est ouvert, en tout cas jusqu'à maintenant, à moins qu'il le restreigne à certains domaines, mais c'est assez ouvert. Peut-être dire qu'il y a énormément d'opportunités pour les champs d'expertise qu'on a ici à l'ISPAR pour faire des collaborations. Puis les gens sont vraiment comme désireux de faire ces types de collaborations. Très désireux. Bon, qu'avons-nous appris après 20 ans d'expérience de plantation de diversité? Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais ça fait presque exactement 20 ans que la première plantation d'arbres pour tester la fameuse idée que la biodiversité affecte le fonctionnement des écosystèmes. Ça fait presque exactement 10 ans que la première plantation iDent, je vais vous expliquer c'est quoi iDent, j'en ai peut-être entendu parler, mais je ne savais pas c'est quoi, je vais vous expliquer. Donc, j'ai pensé que c'était peut-être un moment de faire un genre de petite rétrospective. Je vais vous parler très brièvement de la science du BEF en anglais ou du BFE, biodiversité, fonction d'écosystème. C'est quelque chose qui est quand même assez omniprésent. Il y a plusieurs d'entre vous qui travaillent là-dessus. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde au niveau des plantations, les expériences, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est en train de se faire, puis peut-être évidemment où est-ce qu'on s'en va. Je vais vous parler d'iDent, qui est un peu le bébé à Alain Paquette et moi qu'on a mis au monde il y a une dizaine d'années. Puis, essayer avec vous autres, dire où est-ce qu'on s'en va. Peut-être qu'on ne devrait pas aller nulle part, on devrait tout arrêter ça, puis dire qu'on a assez fait de science là-dessus. En tout cas, nous, on a encore des idées. Je vais vous présenter un peu ces idées-là. Bon, la science du BEF, c'est dur de dire à quel moment ça a commencé, mais à Rio, la grosse conférence de Rio sur la biodiversité, évidemment, ça a été un événement important. Les pays ont signé toutes sortes d'accords et les gens ont commencé à se poser la question, mais ça sert à quoi la biodiversité? Hein? Maintenant, je pense qu'on le sait, tout le monde le sait, ça sert à quoi? Mais en 90, quand j'ai commencé, on se posait encore les questions. Ça sert à quoi la biodiversité? On pense que c'est important, ça sert à quoi? Un article important de, je ne sais pas comment le prononcer, mais dans Nature en 94, lui il a utilisé des genres de mésocosmes, puis il a fait varier les espèces, puis ce qu'il a trouvé, c'est qu'avec une diminution des espèces de plantes dans ces mésocosmes, ça affectait tout le fonctionnement de l'écosystème. Donc ça, c'est peut-être une des premières expériences de haut niveau, en tout cas connues, où on avait manipulé la biodiversité, puis on se posait la question, comment ça affecte l'écosystème. Vous connaissez Tillman, grosse expérience au Minnesota, là, ça c'est des graminées, qui continuent à fonctionner, hein, ça continue à avoir des articles là-dessus régulièrement. Mais en fait, l'idée c'était, est-ce que la biodiversité affecte la stabilité des champs de, comment on appelle ça, grassland, des prairies. Des prairies. Il y a plein d'articles, des centaines d'articles. Et à ce moment-là, ça a un peu comme réveillé cette science-là, puis ça a créé peut-être même une nouvelle science. Un des gros débats, puis je vais m'arrêter là, mais il y a eu un gros débat au début, les plus vieux vont s'en souvenir. Il y a des articles qui ont dit, oui, mais la biodiversité, c'est pas un effet de biodiversité, c'est un effet d'une espèce qui domine l'écosystème. Le système en particulier, ce qu'on appelait l'effet de l'espèce dominante ou de sélection. Gros débat, des gros chicanes, comme seuls les scientifiques peuvent faire des chicanes. Pour finalement arriver que oui, c'est vrai, c'est les deux. Hein, il y a des effets de complémentarité, il y a des effets de sélection. Ici, c'est iDent, juste vous montrer que iDent, les sites qui sont les plus productifs, c'est les sites qui sont dominés par les bouleaux blancs. C'est une espèce dominante qui est productive, et c'est vrai, on a un effet de sélection, on va revenir là-dessus. Donc ça, c'était un moment important, et Leroux et Hector ont développé une approche pour essayer de séparer cet effet-là de sélection et de complémentarité. Donc, dans nos expériences maintenant,
on peut déterminer est-ce que c'est seulement la sélection, l'effet d'un choix d'une espèce avec des traits très productifs, ou c'est vraiment la biodiversité, complémentarité, meilleure utilisation des ressources, des niches, etc. Puis, évidemment, tout ça est relié avec la biodiversité, un effet sur les fonctions de l'écosystème et un effet sur les services, directement ou indirectement. Et on peut imaginer à peu près tous les services, nourriture, bois, filtration de l'eau, qualité de l'air. Donc, la biodiversité, c'est important. Je pense qu'on le sait maintenant. Ce qu'on sait moins, c'est comment ça fonctionne exactement. Et ça, c'est... juste avant de rentrer au niveau des arbres, bien évidemment, ça, c'est une vieille diapo, là, mais elle est en 2012, mais c'est le nombre d'articles qui est soumis, qui est publié sur la science de la BEF, biodiversité, écosystème, donc 600 à peu près. Je pense que c'est peut-être encore dans ces eaux-là. Puis maintenant, on l'a testé dans tous les écosystèmes, les systèmes aquatiques, terrestres, agricoles, tout le monde a testé ça. Donc, vers les années 95-96, les gens qui s'intéressaient à l'écosystème le plus important au monde, la forêt, ben, on s'est dit, c'est bien beau ça, les prairies, mais c'est pas important ça. Il y en a qui faisaient ça dans des lacs, là, dans des petits bassins. Ça ne vous intéresse pas, mais l'écosystème fondamental sur Terre, le plus important, la forêt, ben, il faut faire quelque chose. Donc, peut-être ça va vous sonner, mais la première plantation de biodiversité était faite en Finlande. Pour Markku, Finlande, 1999, on a planté une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 5 espèces, conifères, décidus et feuillus. Première. La deuxième, Panama, par Catherine Potvin, 2001. Une espèce, 3 espèces, 6 espèces. Au début, elle voulait avoir une tour Eddy Tower. Finalement, elle n'a jamais eu l'argent pour le... en fait, c'était surtout le CO2, là, d'avoir une tour. Puis, pas une tour d'Eddy Tower. Elle voulait avoir une tour pour augmenter la quantité de CO2, je m'excuse, dans l'environnement, puis voir quel impact ça avait. Donc, bon. Catherine, qui a vraiment première plantation. Puis, moi, j'ai eu la chance d'aller travailler avec elle, puis de passer 6 mois en 2004. Puis ça a eu un impact sur le reste de ma vie. Vous allez voir comment le fait d'aller à Sardinia, travailler avec elle, voir comment les arbres ont poussé, ça a eu un gros impact. Intéressant. BioTree, en Allemagne, ça c'est notre ami Michael Scherer-Lorenzen, qui avait travaillé en prairie. Finalement, il a vu la lumière, il a dit prairie, c'est pas important, on va travailler dans les arbres. Fait qu'il a mis un gros dispositif BioTree en 2003, plusieurs centaines d'hectares avec des mélanges, toujours 1, 2, 4, 6 espèces, etc. Et au début, les gens se disaient, est-ce qu'on va mettre les arbres de façon aléatoire, est-ce qu'on va les mettre de façon régulière, est-ce qu'on va les mettre de façon groupée ou ce que j'appellerais complexe? Ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Mais en fait, toutes les expériences, c'est de façon très régulière. Toutes les expériences, on les plante à tous les 2 mètres, à tous les 50 cm, etc. Et vers les années 99-2000, on a créé, à ce moment-là, je n'étais pas impliqué, mais c'est encore Michael et d'autres chercheurs ont créé un réseau qui s'appelle TriDivNet, qui regroupe maintenant 25 expériences dans le monde. C'est ouvert, hein, si vous voulez faire une expérience, vous pouvez vous joindre à TriDivNet. Il y en a partout. Je ne vais pas faire toute la liste, là, mais regardez les années, le nombre de quadras. La grandeur des quadras, c'est intéressant. Il y a des quadras qui font presque 2000 mètres carrés. Il y en a qui font 104 mètres carrés, puis il y en a qui font juste 16 mètres carrés. Je vais revenir là-dessus. Bon, je vais le dire tout de suite, comme Ident. Ident est particulier parce qu'on est le site qui a les plus petits quadras, sauf celui-là ici, là, le Community, qui est très petit, mais c'est fait en pot. Et c'est celui qui a le plus de quadras aussi, 1500. Plus petit quadrat, plus de quadras, c'est normal. Juste vous illustrer quelques sites intéressants. BEF China, vous savez, quand les Chinois, ils ne font jamais ça à moitié. Gros site, énormément de parcelles, des grands quadras. On regarde l'effet des espèces, les effets de la diversité fonctionnelle, les effets de la phylogénie, GD, je ne me souviens pas c'est quoi, mais j'ai oublié, mais peu importe. On regarde différents effets. On regarde des arbustes, des arbres.
C'est des endroits montagneux, donc gros site qui a commencé en 2009, 2010. Plein d'expériences, dont une expérience intéressante Suède, Allemagne, sur la génétique des clones de saules. Si vous plantez un clone versus différents types de clones, est-ce que vous allez pouvoir avoir un effet de diversité génétique jusqu'à un certain point, clonal? Ça, c'est intéressant. Et le plus intéressant, évidemment, IDENT. Ça, c'est IDENT Montréal. On va revenir là-dessus, on va en parler un peu plus. Ça, je l'ai mentionné. Une des choses qui était assez nouveau à ce moment-là, qui est moins nouveau maintenant, mais on avait un gradient de richesse d'espèces, on avait un gradient de diversité fonctionnelle selon les traits, et on avait aussi des répétitions à l'intérieur de différents gradients de biodiversité pour voir si l'effet de la diversité des traits est un effet causé par une espèce ou est-ce que c'était plutôt le fait d'avoir une grande diversité. Donc, on a ces deux genres d'effets-là. Puis on avait mis un quadrat de 12 espèces, plus parce qu'on avait 12 espèces. Donc ça, c'est... Mais je vais revenir là-dessus. Quelques articles. Vous allez voir, le premier article, c'est le site de Finlande, qui est sorti en 2006. Ça veut dire que le site avait seulement 7 ans. Il faut savoir qu'eux autres, ils ne les avaient pas plantés à 50 cm, ils les avaient plantés à 2 mètres, comme tout bon forestier, en se disant, on va étudier ça sur 50 ans, puis on va commencer à avoir des articles dans 20 ans. C'est un pointeur, oui. Puis ils sont amusés à regarder l'effet de l'orignal et des petites souris sur le broutage. Et le résultat est intéressant, c'est que là où il y a plus de diversité, il y avait moins d'effets de broutage de souris, mais plus d'effets sur les oignons. Donc les oignons aimaient ça quand il y avait une salade bien diversifiée, tandis que les souris un peu moins. Donc, bon, c'est pas mon domaine, là, je ne vais pas ajouter là-dessus, je trouve ça intéressant. Michael a travaillé au Panama. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on s'était rencontrés au Panama. Et donc, on publiait un des premiers articles de Sardinia, l'effet de la richesse des espèces sur la décomposition de la litière. Donc, il avait démontré que ça avait un effet sur la décomposition de la litière. Un peu plus tard, il a écrit un article plus de type méthodologique qui expliquait l'approche qu'il utilisait dans BioTree. Donc, il expliquait, voici BioTree, comment... D'ailleurs, il expliquait comment faire un changement entre les espèces et la diversité fonctionnelle. Et ça nous avait inspiré, moi et Alain, quand on a fait IDENT. Si on continue, ça c'est un gros article de Cadrine là, dans Ecology Letters qui avait finalement en 2008 montré que la biodiversité augmentait la performance des arbres, mais non pas la survie. Puis c'est pas surprenant parce que les arbres n'avaient pas commencé encore à peut-être à avoir ce qu'on appelle le self-thinning, l'auto-éclaircie. Un petit article intéressant de BioTree. BioTree aussi, juste vous dire, c'est planté à tous les 2 mètres aussi. Donc, c'est planté à une grande distance, donc ça prend du temps. Mais à peu près 9 ans plus tard, ils ont regardé l'effet sur la production de racines et ils voyaient un petit effet, significatif, probablement pas très important de la biodiversité. Et en 2015, un des premiers articles de tout le groupe, on s'est tous mis ensemble, on a regardé tous les traits de toutes les expériences, puis on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait prédire la croissance juvénile des arbres dans toutes les plantations à partir des traits? Puis on ne pouvait pas. Et je suis très fier de ça, c'est moi qui ai dit, on devrait rajouter ça à la fin de l'article. Ça va être différent, ça va être montrer notre humilité. Parce qu'on était une trentaine, on a eu des discussions, on disait, ça devrait fonctionner, puis ça ne fonctionne pas. Puis on ne sait pas pourquoi. So we don't know why. Quand même intéressant, hein? Un article comme ça, dire ça, mais bon, les gens semblent aimer ça. 2016, un étudiant au doctorat, Connie, avec Alain, moi, puis Peter, on a démontré que l'identité fonctionnelle ou l'effet de sélection était le principal effet de la diversité dans les jeunes communautés, dans Ecology Letters. On était contents. C'était en fait la première fois qu'on le démontrait chez les arbres. Ça avait été démontré chez les herbacées, en milieu aquatique, mais pas chez les arbres. Donc ça, c'est intéressant. Laura Williams, une étudiante avec Peter Wright qui a travaillé à Montréal, a fait une expérience, je vais revenir là-dessus, c'est assez intéressant, qui a montré qu'il y avait une complémentarité spatiale dans la forme de la couronne et que ça expliquait l'effet de biodiversité. Oups, je vais revenir là-dessus. Bon, le premier article sur DevNet dans Nature Science, quand même intéressant, c'est nous qui l'avons produit, c'est Isabelle Laforêt en fait.
dans Nature qui montre que la diversité des bactéries a un lien direct avec la productivité des écosystèmes. On va revenir là-dessus. Intéressant. Et encore un autre article, c'est DevNet mené par Alain, qui était un petit article qui a été publié dans Nature Ecology Evolution parce qu'on était rendu à plus qu'1 million d'arbres de plantés. On s'est dit qu'il faut le célébrer. Et donc, on a pris un petit article, puis ça, c'est un des figures là, qui montre DevNet, le nombre d'espèces, les expériences, le nombre d'arbres plantés depuis le début, comment ça augmente les partenaires, le nombre de publications, etc. Donc, 120 publications dans tout DevNet. Je ne suis pas auteur de tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est assez gros. Selon Michael, c'est la plus grosse expérience de biodiversité au monde. Il n'y en a pas d'expérience de biodiversité qui regroupe autant de chercheurs avec une si grande surface, etc. Et ça, c'est un des derniers là, dans Science, c'est Beth China, qui ont montré qu'il y avait un effet de la richesse des espèces sur la productivité et que cet effet-là augmente dans le temps. Ils ont regardé dans le temps, puis ils voient, comme Tillman a montré pour les herbacées, ça semble être la même chose pour les arbres, ça augmente dans le temps. Donc, puis un dernier article synthèse que j'avais remis aux étudiants à lire, qu'on vient juste de publier, c'est une synthèse sur la... Puis d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée, pourquoi pas en parler, faire une synthèse puis dire vers quoi on s'en va avec ce réseau-là. Fait que ça, c'est mon introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les plantations d'arbres avant d'aller sur IDENT. Ça va? Tout est clair? Parfait. Bon. Réseau IDENT, c'est Montréal en premier. Je vais revenir après ça. Eau-Claire, Cloquet, Sault-Sainte-Marie, Fribourg. Macomère, c'est une petite communauté sur l'île de Sardaigne en Italie. Puis un petit dernier ici là, avec Janine, Cigar Creek, qui ressemble un peu à l'autre Cloquet. Donc ça, c'est le réseau actuellement. Il y a plusieurs intérêts. Il y a des intérêts en Afrique, beaucoup d'intérêts en Colombie. Hein? Tout le monde voudrait avoir un... Fait que, il y en a peut-être des... Puis il y a aussi des intérêts au Mexique, en tout cas. Il y a des intérêts pour l'augmenter, mais ça, c'est le réseau actuellement. Et l'idée du réseau, je vais vous le dire, c'est des fois l'idée d'où ça vient, c'est simple. J'ai été travailler avec Catherine, je voyais les arbres pousser à peu près 3-4 mètres par année en milieu tropical et qu'elle pouvait, après 5-6 ans, avoir une forêt fermée quand il les plantait à 2 mètres, puis commencer à parler d'interaction au niveau de la lumière des racines. Mais je dis, c'est pas juste, mais on peut juste les planter plus près les uns des autres. On va les planter à 50 cm comme on a fait à Montréal. Puis on va avoir le même effet, une interaction au niveau aérien, une interaction au niveau des racines, une interaction au niveau de la litière. Donc on va créer des mini-forêts. Donc ça, c'est vraiment à la base, c'est d'avoir été au Panama, voir comment les arbres poussent, puis voir qu'on pourrait peut-être raccourcir l'intervalle. Donc c'est des plantés comme ça, 8 par 8 à Montréal, monoculture, etc. Puis un des intérêts de faire ça de façon très rapprochée comme ça, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de designs, puis on peut commencer à manipuler les traitements. On peut ajouter de l'eau, on peut ajouter des éléments nutritifs, on peut enlever de la neige, on peut faire plein de choses. Parce que faire ça sur un demi-hectare, c'est déjà gros, mais faire ça sur 200 hectares, c'est à peu près impossible. Donc ça, c'est un des avantages. Puis les questions, c'est les questions classiques qu'on se posait. Est-ce que l'effet de productivité, c'est la niche, c'est la facilitation, c'est l'effet d'espèce? C'est-tu à cause de la redondance? Puis toutes sortes de questions, des questions appliquées, des questions sur les mécanismes. Est-ce que c'est au niveau des racines, de la lumière, des micro-organismes? C'est quoi l'effet au niveau des niveaux trophiques? Ça, c'est toutes des expériences qui se font présentement. Comment est-ce que l'effet de biodiversité est affecté par les perturbations ou le stress? Et ça, on ne l'a pas fait encore, mais on va le faire. C'est comment comment est-ce que l'hétérogénéité spatiale et temporelle peut avoir un impact là-dessus? Donc ça, c'est tous les genres de questions qu'on se pose. Puis je vais vous en donner des exemples un petit peu, pas tous les exemples. Je pense que IDENT, on a publié à peu près 25 articles, mais je vais en prendre quelques-uns au hasard. C'est vraiment au hasard. Donc 2009, Montréal, je vous ai expliqué, bon ça c'est le site de Montréal, un demi-hectare, en fait 0,6 hectares. Ça, c'est quelques années après la plantation. Ça, vous avez vu ça. Donc, on avait planté 12 espèces d'indigènes et 7 espèces exotiques d'Europe, avec l'idée de prendre des espèces qui avaient à peu près les mêmes traits. Donc, une érable de Norvège, érable à sucre, donc épinette blanche, épinette de Norvège. Donc, on a tous ces mélanges-là ici. On avait des mélanges de 1, 2, 4 et 12 espèces. Donc, 14 000 arbres sur 0,6 hectares. Donc, ça vous donne un peu l'idée de... Puis
Puis vous avez vu tantôt, on avait aussi toute la diversité fonctionnelle. Donc on a c'est 4 blocs. Dans chacun des blocs, toutes ces répétitions-là sont présentes de façon complètement aléatoire. Donc c'est la façon qu'on a créé. Puis si juste vous posez la question comment on joue avec la diversité fonctionnelle, ben c'est très simple. On plante 2 espèces, 2 érables ou 2 conifères. Quand on regarde les traits, habituellement, ça nous donne une dispersion relativement faible, tandis que si on plante un érable puis un épinette, ou un autre érable, un sapin, ça vous donne une plus grande dispersion. Donc, à 2 espèces, c'est comme ça qu'on peut jouer, puis à 4 espèces, c'est la même chose. Et donc, en 2013, dans la thèse de doctorat de Connie, on a écrit un premier article qui expliquait notre expérience. Et c'est important de le faire. Des fois, on peut poser la question pourquoi écrire ça, parce que quand on a écrit ça, on a eu énormément de demandes des gens qui veulent en faire. Puis là, ça a pris beaucoup une explosion. On avait quelques résultats de croissance qui montraient qu'il y avait un effet, mais c'était surtout présenter le design. Puis en 2016, ben, on a démontré qu'il y avait un effet d'identité qui était l'effet principal, mais il y avait aussi un effet de complémentarité. Juste vous expliquer ici le graphique principal de l'article. Donc 0 ici, c'est le niveau où il n'y a pas d'effet. Quand vous êtes en haut, ici, c'est l'effet de biodiversité en termes de kilogrammes de tige. C'est la tige qui était notre indicateur de productivité. Donc, quand vous êtes en haut, vous avez un effet. En bas, vous avez un effet positif, négatif. Donc, ici, c'est un mélange 2 espèces, 4 espèces. Ça, vous le savez. Comment on regarde s'il y a un effet positif ou pas? On prend les 2 monocultures, on les additionne, on les mélange par 2, puis on regarde est-ce que c'est équivalent, moins ou plus que les mélanges. Puis on fait la même chose avec 4, c'est très simple. Et en utilisant les équations de Hector et Laureau, on pouvait séparer l'effet de ce qu'on appelle l'effet de l'espèce en présence ou de l'effet de complémentarité. Et vous voyez qu'il y a un effet de complémentarité, mais c'est surtout l'effet de l'espèce en présence qui est important. Ça, c'est après 4 ans. Et là, on va le refaire. On va faire un article pour voir dans le temps comment... On aurait aimé le faire avant BEF China, mais bon, BEF China nous ont battus, malheureusement. Et si ça vous indique c'est quoi les espèces qui fonctionnent mal, ici, si vous plantez un érable rouge et un bouleau jaune, ben, vous allez avoir un effet négatif. Si vous plantez du bouleau blanc puis du chêne rouge, ben, ça vous donne un effet positif, puis c'est surtout de la complémentarité. Un des espèces les plus productifs, c'était bouleau blanc et pin blanc. Puis le plus productif, c'est exactement ce que j'ai dans ma forêt. C'est presque le hasard. Hein? L'érable à sucre, du bouleau blanc, de l'épinette blanche puis du pain blanc. C'est ça ma forêt. Pas merveilleux? Cette densité-là? On reviendra là-dessus. Puis je peux te dire qu'on avait à peu près 50 questions là-dessus avant. Mais c'est correct. Fait que c'est quand même le fun, mais un des problèmes, c'est qu'on n'a pas essayé tous les mélanges possibles. On ne peut pas commencer à dire c'est quoi tous les mélanges possibles. Bon, ça, c'est l'effet de la complémentarité spatiale publié dans Nature Ecology. On l'avait presque passé dans Nature, mais finalement, ils nous ont dit oups, allez dans Écologie Évolution, c'est correct. Ce qu'elle avait fait à Montréal, elle avait mesuré la forme de la couronne, toute faite de façon manuelle. Bon, elle avait de l'aide. Donc, de tous les arbres, on avait la dimension de la couronne. Donc, on a la dimension moyenne, on a la variabilité de chacune des espèces en monoculture. Donc, en monoculture, ça nous donnait ça. Hein, c'est beau. Et on pouvait s'amuser à regarder, si vous avez du bouleau avec du pain, bien, vous voyez qu'il y a un effet sur la forme du bouleau. Puis évidemment, il y a aussi un effet sur le pain blanc. Donc, on s'est amusé à faire ça avec d'autres espèces. Si vous avez du pain, pas du pain, du bouleau avec le chêne, bien, vous voyez comment ça change. Donc, on a déterminé qu'on pourrait parler de complémentarité de couronne, qui est la proportion de la couronne qui n'est pas... qui ne se chevauche pas. Voilà. D'ailleurs, on le montre ici. Ça, c'est la forme de la couronne de chacune des espèces en monoculture. Si vous les mettez ensemble de façon artificielle, ça vous donne ça. Mais en réalité, il y a beaucoup moins de chevauchement. Donc, tout ce qui ne se chevauche pas, ça serait la complémentarité. Et dans l'article, on a fait d'autres choses, mais je les simplifie. Mais dans l'article, on montre que plus il y a de non-chevauchement, plus il y a un effet de biodiversité. Donc, c'est clair que les mélanges qui sont les plus productifs sont les mélanges où il y a moins de chevauchement au niveau de la couronne. Ouais. Puis
Puis bon, ça c'est un article qui est presque accepté. On est en train de faire une dernière révision, une révision majeure, mais on est en train de publier dans Ecologia. On a regardé au niveau des racines fines, qu'est-ce qui se passe à Ident. Ça c'est une étudiante de maîtrise. Et on a regardé l'effet de biodiversité, 2 espèces, 4 espèces. Le 0, c'est la même chose, pas d'effet de biodiversité. Ici, on ne peut pas voir l'effet de complémentarité versus de sélection parce qu'on n'a pas identifié les racines. C'est très difficile de prendre des carottes et d'identifier les racines. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a un effet inverse négatif qui augmente avec l'augmentation de la diversité fonctionnelle. C'est-à-dire que plus il y a une diversité fonctionnelle à 2 espèces ou à 4 espèces, moins tu as de racines. Et si vous vous souvenez, Connie avait montré l'inverse. Il y avait un effet plutôt positif au niveau aérien. Ça veut dire que probablement l'effet au niveau aérien est à cause du fait qu'ils ont besoin de moins de racines et que peut-être une meilleure utilisation du sol ou une meilleure division du sol, ou peu importe, mais c'est quand même assez intéressant. Puis une chose qu'on a trouvée, puis qu'on ne s'attendait pas, puis qu'on n'a même pas regardé, mais on avait des plantations de conifères seuls, de feuillus, et des plantations mélangées. Et de façon intéressante, les conifères à Montréal produisaient beaucoup plus de racines que les feuillus, bien que les conifères, en termes de biomasse aérienne, étaient beaucoup plus faibles que les feuillus. Et j'ai fouillé la littérature, puis j'ai pas vu ça clairement, que personne n'avait trouvé ça. En fait, c'est la première fois que les gens comparaient sur un même site beaucoup d'espèces feuillues, beaucoup d'espèces de conifères, puis de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des racines. Et c'était une grosse surprise. Je me souviens d'avoir amené Jorgen, un de mes collègues qui s'intéresse beaucoup aux racines, puis il ne s'attendait pas à ça. Donc, un effet intéressant, vous voyez ici, là, donc plus vous avez des conifères, plus vous avez l'importance de racines, et plus vous avez des feuillus. Et l'explication qu'on a dans l'article, c'est qu'au niveau évolutif, les conifères auraient évolué pour pousser dans des sites plus pauvres, et donc de façon évolutive. Et juste vous dire que le site Ident à Montréal, c'est un site agricole riche. Et malgré que c'est un sol agricole riche, les conifères mettent beaucoup de racines et probablement que c'est génétique. Ils sont conditionnés, on met beaucoup de racines, même si le site est riche. Parce que ça ne m'apparaît pas très efficace. En tout cas, c'est un résultat intéressant. Ça, c'est quand même intéressant. À Montréal, je suis dans une département de biologie. Il y a des gens qui s'intéressent au milieu aquatique. Tu sais, des gens qui perdent leur temps au milieu aquatique. Je m'excuse. Il faut que je te taquine. Et à un moment donné, à parler avec Béatrix, on s'est dit, ben peut-être que tu devrais venir à Ident, puis on pourrait faire une expérience aquatique terrestre. Puis on l'a publié. On est content. On est content. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de l'eau d'un lac qui étudie beaucoup, puis on a pris du sol de différents mélanges. C'est une petite expérience qu'on a faite de monoculture et de mélange, puis on les a mis dans des flocons avec de l'eau, puis on les a laissés incuber. On a mesuré c'était quoi la diversité des bactéries avant puis après. Puis voilà. Ça, c'est un des résultats, là, mais ça, c'est les types des grands groupes de bactéries qu'on a dans le sol. Ça, c'est dans l'eau du lac. Et c'est après incubation dans le lac, tu vois que ça change, puis ça change différemment selon le type de communauté. Donc, il y a comme une interaction entre les deux. Et évidemment, l'idée ici, c'est de penser aux étangs vernaux ou des petits étangs en milieu forestier. La végétation autour a probablement un effet sur la diversité des bactéries que vous avez dans le sol. C'est ça qu'on a commencé à tester. Et je vais revenir là-dessus, mais on a une expérience maintenant pour le faire dans toutes les Ident du monde. Pas toutes les Ident, tous les tridivnets du monde, pour voir comment ça varie dans le monde. En tout cas, on a un projet là-dessus. David, vas-y. David, il était mon postdoc. Hein, aussi. Les gens ne savent pas. Hein? Il était mon postdoc. Il est venu travailler à Ident. Il a écrit un magnifique article. Vas-y. T'en rappelles-tu? Là, je me suis dit, je vais l'avoir. Tu t'en rappelles pas? OK. En 2014, ça, oui. J'ai été relire l'article aussi. Moi aussi, j'ai dit, je vois quand même 2014 ou 2015. Il s'intéressait à savoir si tu prends un sol d'un milieu
où tu as des monocultures versus des mélanges, puis tu lui fais subir une sécheresse, est-ce que les bactéries vont mieux résister à la sécheresse s'il y a plus d'espèces? Et est-ce qu'ils vont récupérer plus vite à la sécheresse si tu es dans un milieu plus riche? Tu te souviens? Oui. Puis, Ça n'a rien. ça, c'est la résistance. Puis, bon, il y a des calculs, là, mais juste vous montrer que ici, c'est le mélèze. Le mélèze, c'est on avait pris 3 monocultures, puis 2 mélanges. 2 mélanges, puis 3 monocultures. Puis c'était les mélanges tout ça qui résistaient le mieux à la sécheresse. Mais l'inverse, c'était l'érable et le pin qui récupéraient plus rapidement suite à la sécheresse, pour se rapprocher d'une diversité bactérienne comme on avait avant. Tu te souviens de ça? Donc, un bel article, très innovateur de notre ami David. Et l'article dans Nature de Isabelle, on était aussi dans les 10 découvertes de l'année de Québec Science. Puis on a utilisé une équation structurelle comme ça. Puis l'idée avec les équations structurelles, c'est que tu peux enlever des facteurs. Donc on peut voir c'est quoi. Vous voyez que sur la productivité, ce qui est important, c'est le nombre d'espèces, la diversité fonctionnelle. Mais quand on prend tout ça en compte et qu'on isole l'effet de bactéries, il y avait quand même un effet de la diversité de bactéries qui était significatif sur la productivité. Et c'est intéressant parce qu'il y avait eu beaucoup d'études qui montrent que la diversité des bactéries sur des plantes a un effet sur la croissance des plantes individuelles. On sait ça, il y a eu plein d'expériences. Mais de dire que dans une communauté d'arbres ou de plantes, quand la diversité des bactéries augmente, ça a un effet sur la productivité, ça n'avait jamais été démontré. Et en fait, les genres d'expériences Hayden, c'est idéal pour démontrer ce genre de résultats-là. Donc, très belle réponse. Je dirais que ça a été un des articles faciles à publier. Non, mais c'est vrai. Les gens aimaient ça, il y avait des bonnes idées, on l'a amélioré, mais ça a été quand même assez bien. Actuellement, ça c'était l'hiver passé, mais on continue. Vous voyez comment Hayden peut évoluer. Je me suis posé un moment la question, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder l'interception de la neige de différents peuplements mélangés, purs, puis comment ça affecte aussi la fonte de la neige au printemps. Donc, on a un étudiant qui s'intéresse à faire ça, qui va tout l'hiver mesurer l'épaisseur de la neige, le poids de la neige, la densité de la neige, et au printemps, qui mesure à quel moment la neige fond pour voir est-ce qu'il y aurait un genre de mélange conifère-feuillu ou conifère qui aurait un effet le plus bénéfique possible pour accumuler la neige l'hiver puis retarder la fonte. Puis évidemment, ça peut avoir des impacts sur les inondations. Donc, c'est assez théorique, mais c'est un projet qu'on peut faire avec Hayden, par exemple. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça donne. On a dû lui acheter des gants, pas des gants, mais des choses pour chauffer ses gants et ses bottes l'hiver parce qu'à un moment donné, il était moins productif puis on ne voulait pas qu'il revienne à l'auto tout le temps. Donc, il y avait des choses qui chauffaient. Bon, il me reste combien de temps? Quelques minutes. Quelques minutes, on va aller vite. Auclair-Cloquet, 2010, on a pris des semis de la pépinière de Berthier, différentes espèces, et on a envoyé la moitié à Cloquet, la moitié à Auclair. Donc, c'est exactement la même expérience, le même design, mais dans 2 sets différents. Et l'idée ici, on a 3 niveaux de diversité fonctionnelle. On a des mélanges de 1, 2, 6. Et on a la moitié des espèces exotiques d'Europe, la moitié des espèces d'exotiques de l'Amérique du Nord. Puis on a toutes sortes de mélanges, angiosperme, gymnosperme. On a voulu faire ça parce que les espèces exotiques dans Hayden, Montréal, ils étaient pas de bonne qualité, ils n'ont pas bien poussé, puis tout l'aspect exotique, on l'a mis de côté. Fait que là, on a voulu le tester. Puis on a fait la même chose à Fribourg. Je vais revenir là-dessus, mais quelques années plus tard, on a refait la même expérience. Et à ce moment-là, les espèces nord-américaines ici sont les espèces exotiques en Europe. Et on peut voir si on va avoir le même effet. Ça vous donne un peu une idée là, des espèces. Je passe assez rapidement. Auclair, au moment de la plantation. Cloquet, vue des airs à l'automne. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Vous voyez, l'écosystème se développe. Ça, j'ai su ça ce matin à 10 h. Très, très chaud. Ça sort c'est un de mes étudiants qui travaille là-dessus. Il devait me l'envoyer hier ou lundi, mais finalement, il me l'a envoyé un matin. C'est correct. On compare les 2 sites. C'est un des premiers articles qui va sortir. Puis, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais ce qu'il me disait, c'est que ça, c'est Cloquet. Donc, Cloquet a une plus grande productivité qu'Auclair. Cloquet, c'est près du Minnesota. Auclair, c'est près des Rimouski. Il y a un effet de diversité d'espèces. Vous voyez, c'est significatif. Il y a un effet
Bon, ici, c'est des... ça, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, avec l'augmentation de la teneur en azote, la productivité diminue. Des espèces. En tout cas, c'est des traits, là, puis c'est ce que ça donne. Peut-être que les conifères produisent plus, puis ont tendance à avoir une production d'azote. En tout cas, à vérifier. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a un effet... Il n'y a pas vraiment d'effet de la diversité fonctionnelle. Puis, les provenances d'Europe sont un peu plus élevées que les provenances nord-américaines, surtout lorsque la richesse est élevée. Ici, c'est entre Eau-Claire et Cloquet. On voit que Cloquet est plus productif, mais quand la diversité augmente, il y a tendance à pas avoir d'effet. Juste vous montrer quelques résultats. On continue. 2013, Sault-Sainte-Marie, Fribourg, Macomber. À Sault-Sainte-Marie, on a un dispositif un peu plus, moins d'espèces, mais on a ajouté de l'eau, 33 % d'eau, et diminué l'eau de 33 % avec des gouttières. Donc, c'est une expérience où on manipule un des paramètres importants des changements climatiques, la sécheresse. Fribourg, je vous l'ai dit, même chose ici, c'est la même expérience qu'Eau-Claire et Cloquet, sauf qu'il y a une expérience de manipulation de la fertilité. Et en Sardaigne, les autres, c'est des arbres et des arbustes, et aussi un effet d'ajouter de l'eau. Ils n'ont pas mis un effet d'augmenter l'eau, mais c'est des milieux très secs. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que ça donne. Un résultat, quand j'étais à Fribourg, qui est intéressant, ça, c'est le site de Ident à Fribourg au début octobre. Parce qu'ils ont subi la pire sécheresse de tous les temps, hein, en Belgique, puis il n'a pas tombé une goutte d'eau, ou à peu près pas, à partir du 1er mai jusqu'au 1er septembre. À un moment donné, il mesurait le midi dans le sol, puis il n'y en avait plus. Hein? Puis il y a beaucoup de mortalité. Je pense que peut-être 30 à 40 % des arbres vont mourir. Donc l'expérience vient de complètement changer. Et d'ailleurs, j'en ai des frissons, là, puis je vous dis pourquoi, parce que ça s'en vient chez nous. Ça, on va l'avoir, ça, ces choses-là. Des années extrêmes de manque d'eau, là, on va l'avoir. Puis, même dans les forêts naturelles en Belgique, là, je me suis promené, les gens s'attendent à avoir 10 à 20 % des arbres qui vont mourir à cause de la sécheresse. C'est assez... Puis, toutes sortes d'épidémies qui vont venir après ça, qui vont créer toutes sortes de choses. Et on a commencé à regarder l'effet de... Ça, c'est le niveau de dégâts sur les arbres. Ça, c'est toutes des espèces qui sont plantées là-bas. Puis ça, c'est le niveau de mélange d'espèces de 1 à 6. Il y a plusieurs cas où il ne semble pas avoir d'effet, mais il y a des cas intéressants que le dégât diminue, le niveau de mort. En fait, ce n'était pas la mortalité, on ne sait pas s'ils sont morts encore, mais c'était le perte de feuilles, par exemple. Diminue avec la diversité pour ces deux espèces de bouleaux-là, mais augmente pour ces trois espèces de conifères-là. C'est très, très préliminaire. On a tout changé l'expérience là-bas. On commence à regarder ce qui se passe au sol, au niveau des éléments nutritifs des insectes. Mais il faut changer tout ça. Mais certains résultats, il ne me reste pas beaucoup de temps. Hein? Il est quelle heure? Dans les 5? Je veux vous dire que c'est peut-être une des... Je vous encourage tout le monde à faire des expériences comme ça. 2009 à 2013, 4 ans où tu mets de l'argent, de l'énergie, il n'y a pas d'article. Puis en 2013, un article. 2014, un article. Mais à un moment donné, ça augmente. Puis ça commence à être productif. Donc, il faut être patient. Hein? Puis quand vous commencez en sciences, faites pas ça. Attendez un peu, là, mais faites pas ça quand vous commencez, c'est pas la bonne idée. Mais après un certain temps, vous pouvez faire ça. Bon, qu'avons-nous appris? Je pense que je vais passer rapidement là-dessus, là, mais ici, on regardait la survie. Il n'y a presque aucune expérience qui a regardé la survie encore parce que les arbres ne sont pas morts encore, sauf maintenant à Fribourg où il y a un gros effet. Mais au niveau de la croissance, c'est soit qu'il n'y a pas d'effet de la biodiversité ou il y a un effet positif. C'est très, très clair partout. Ça, c'est toutes les expériences. C'est clairement, soit il y a un effet positif ou pas d'effet. Ici, c'est sur les dégâts par les insectes, les maladies. Il y a beaucoup de sites, c'est ça qui les intéresse. Et là, c'est dans tous les sens. Dans certains cas, il y a un effet positif de la biodiversité pour réduire les dégâts. Beaucoup de cas, il n'y a pas d'effet, puis beaucoup de cas, c'est négatif. Là, je vais continuer. Le négatif, négatif, 0, positif. Ça va dans tous les sens. Puis, c'est pas mon domaine. Je sais que dans l'article, les gens se tiraient un peu les cheveux, mais qu'est-ce qu'on dit? Puis ça dépend probablement du type d'insecte, ça dépend probablement du type d'environnement, du type de climat. Mais il n'y a pas clairement, on ne peut pas dire clairement que si vous avez plus d'espèces, vous allez avoir moins de dégâts causés par les insectes et les maladies.
c'est pas ça l'effet de biodiversité, ça ne semble pas sortir en tout cas. Bon, où allons-nous? C'est sûr qu'on fait de plus en plus de projets réseau. Je vous ai parlé du projet de Michael, là, dans des petits pots, prendre de l'eau de lac, d'ajouter du sol. Ça, on va faire ça l'année prochaine. On a un dispositif intéressant, c'est cette chercheur-là qui met ça, mais c'est de la plasticine. On crée des chenilles, puis on met une tige de métal à l'intérieur. On les met dans nos arbres, monoculture, mélange, puis après ça, avec les marques sur les plasticines, on peut savoir c'est quel organisme qui vient les bouffer. Ça nous donne une idée un peu de la prédation potentielle. Donc ça, c'est installé à peu près dans une quinzaine de sites, c'est des vignettes un peu partout. On a aussi des poches de thé de deux types, vert et brun, puis on les a mis partout dans les sites pour avoir un substrat commun, puis voir quel est l'impact sur la décomposition. Donc ça, c'est le genre d'expérience qu'on va faire de plus en plus là, au niveau réseau. Si vous avez des idées, si vous voulez mettre des étudiants gradués dans une monoculture ou dans un milieu mélangé, voir qui va publier plus d'articles, il y a peut-être un effet du mélange sur la production des étudiants, non? Peut-être. Il y a beaucoup d'intérêt sur la télédétection. Est-ce qu'on peut détecter les mélanges d'espèces, l'effet de biodiversité, plein de choses il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Moi, ce n'est pas un de mes domaines, là, mais il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. On s'est posé la question, là je regarde Sylvain, là, mais il n'y a presque pas de gens qui sont intéressés à l'écophysiologie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre dans un milieu mélangé versus c'est quoi les mécanismes? Ça s'en vient, mais ça, là, ça manque. Évidemment, ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est l'effet du développement de ces peuplements-là. On va avoir de plus en plus de données. C'est quoi l'effet temporel au fur et à mesure? Ça s'en vient. La symétrie, tous nos peuplements ils sont très symétriques. Il faut se poser la question de la symétrie, je vais revenir là-dessus. On aimerait, il y a des gens qui commencent à penser, est-ce qu'on a assez de données pour s'asseoir ensemble et créer un modèle de simulation qui permettrait de prédire quelle va être la croissance de mélange en fonction de traits fonctionnels donnés? Ça serait merveilleux si on peut faire ça, mais je pense qu'on va essayer de faire ça. Puis regardez les changements globaux des stress environnementaux. Je vais assez vite parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais on est en train de monter un Ident-Outaouais 2019. Benoît, où est-ce qu'il est, Benoît? Il est caché, là, mais à peu près 10 espèces indigènes. On veut vraiment regarder la symétrie, on veut regarder les stress environnementaux, puis on voudrait avoir un article Messier. On voyait là-dedans. Non. Non, Yes. j'ai ma nièce, Julie Messier, qui vient d'avoir un poste à Waterloo, qui est un bien meilleur écologiste que moi, qui fait des choses super intéressantes, puis elle est impliquée avec Sylvain, Alain Paquette, puis Benoît. Donc, on va faire un article, mais ça va être beau, hein, merci. Qu'est-ce qu'on veut faire? La symétrie horizontale, ça m'intéresse beaucoup, mais aussi verticale. Il y a beaucoup de données qui montrent que l'effet de biodiversité, c'est un effet de diversité structurale. Mais dans les forêts naturelles, on ne le manipule pas, cet effet-là. On ne peut pas mettre une espèce qui pousse lentement en haut, puis une espèce qui pousse vite en bas. C'est toujours l'inverse. Mais avec Ident, on pourrait le manipuler. C'est ça un peu l'idée qu'on veut faire. Une autre chose qui m'intéresse au niveau pratique, c'est que si on fait des plantations mélangées, les compagnies nous disent qu'il faut que ça soit des rangées qu'on puisse récolter. Mais si on fait des mélanges de 2 espèces, 3, 4 espèces en rangée, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats que complètement mélangés? Donc, c'est une question pratique intéressante. Parce que peut-être que quand on les mélange toutes, ça va bien, mais quand on les met à ranger, ça ne donne pas vraiment d'effet. Donc, ça à vérifier. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que les stress, les changements globaux, ce n'est pas des stress continus. Ce qu'on dit en anglais press, c'est vraiment des passes. Et toutes les expériences jusqu'à maintenant où on a fait des expériences de stress, c'est toujours en continu. Donc, il faudrait faire quelque chose en discontinu. On n'a pas encore décidé. Une des idées que j'avais, c'est de faire des réductions de précipitations 2/3 une année sur 2 ou une année sur 3, versus aucune réduction, évidemment, mais versus une réduction à chaque année de 1/3, par exemple. Pour avoir le même niveau de réduction, mais qui est continu versus discontinu, avec l'hypothèse que quand tu fais ça de façon discontinue, ça a beaucoup plus d'impact sur le fonctionnement de l'écosystème. Et peut-être, après 5-6 ans, faire un genre de défoliation partielle. Et en fouillant dans la littérature, j'ai trouvé que le chlorate de sodium pourrait être un produit qu'on pourrait doser
puis qui a tendance à faire tomber des feuilles, puis si tu en mets plus, il y a plus de feuilles qui vont tomber. Donc, on pourrait faire un genre de traitement de défoliation, puis de voir, parler de résistance, de résilience face à ces choses-là. Donc, c'est un peu les idées qu'on a. Puis, je vais terminer là-dessus, là, mais ça, c'est un article, j'ai passé vite, là, mais un article qu'on a publié avec des Espagnols. On a regardé les placettes permanentes du Canada et de l'Espagne. On s'est posé la question, quand on mesure l'accroissement de 10 ans en 10 ans, puis qu'on regarde des anomalies climatiques, on avait émis l'hypothèse que lorsqu'il y a des anomalies climatiques, soit une augmentation de température importante ou une diminution des précipitations, l'impact sur la croissance va être moindre là où il y a plus de diversité. On a trouvé l'inverse. Je vais juste vous expliquer cela. Ici, c'est la diversité fonctionnelle des parcelles. Ça, c'est la production qu'on a mesurée de 10 ans en 10 ans. Puis ici, c'est l'anomalie de température. C'est la température qui, à 0, c'est la moyenne, mais en haut de 0, c'est une augmentation. Et ce qu'on voit, c'est que quand on est autour d'une moyenne, la production du peuplement augmente avec l'augmentation de la diversité fonctionnelle, mais c'est l'inverse quand il y a une anomalie. Ça veut dire que moins tu as d'espèces, plus la croissance est importante. Et peut-être, c'était d'ailleurs le titre, est-ce que les changements climatiques peuvent inverser l'effet de la biodiversité? Peut-être que ce qui se passe, c'est quand il y a beaucoup de ressources, les mélanges se font moins de compétition, sont chacun dans leur niche, puis quand il y a moins de ressources, bien, ils décident d'aller chercher l'eau, les éléments nutritifs, là où elles se trouvent, puis il n'y a plus vraiment de cet effet-là de complémentarité. Quelquefois, je fais l'analogie avec les humains. Si l'économie va bien, vous voulez avoir des gens d'autres pays qui viennent, mais quand ça ne va pas bien, allez-vous-en parce que c'est nos emplois, non? C'est un peu le fait que les arbres se comportent comme les humains. Fait que, puis, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on est prêt à faire des recommandations? Est-ce que je suis prêt? J'espère pas. Est-ce qu'on est prêt? On pense que oui. Donc, à chaque année, on fait une réunion de TweetDivNet. L'année prochaine, ça va être ici au Québec, avec l'idée d'écrire un article pour Nature Science ou le Journal de Montréal, ça dépend. What tree mixtures, how and where in the world to maximize resilience in ecosystem services? On veut vraiment se pencher sur cette question-là. Si après 20 ans, on a fait cette recherche-là et on n'est pas capable, j'ai fini, ben, c'est un peu décourageant. En tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Oui, Il vas-y. a été trop vite, Sylvain. OK. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu dois répondre à cette question-là souvent, mais l'effet sur des semis, tu le transfères comment à des forêts matures? C'est sûr. C'est sûr. C'est la question. On n'a pas vraiment de réponse. On est pas mal certain que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais à fur et à mesure que les peuplements vont vieillir, on va être capable de voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, le seul article qui a fait ça, c'est Beth Changa qui montre que l'effet de diversité augmente. Donc, ce qu'on observe, c'est pas que ça diminue, ça augmente. Ça, je pense que c'est intéressant. Toutes les expériences dans les prairies montrent la même chose, que l'effet de biodiversité augmente. Mais là, les arbres, c'est pas la même chose, c'est des arbres qui grossissent. Mais on a mesuré des effets de biodiversité dans des peuplements naturels. On a un réseau maintenant, vous savez, il y a un réseau d'à peu près presque 1 million de placettes permanentes. Toutes ces placettes-là sont mises ensemble, puis on peut commencer à analyser. Donc, on va pouvoir utiliser ce réseau-là pour se poser la question en milieu naturel, ce qu'on trouve dans nos milieux plus expérimentaux, est-ce qu'on le retrouve en milieu naturel? Il faut faire l'amalgame des deux. Et donc, malgré ça, tu es prêt à Oui. donner des recommandations? Oui, parce que les gens commencent à le faire, puis ils le font avec aucune connaissance. Moi, je me dis, c'est toujours mieux de commencer avec quelques connaissances. Non? Qui vont se raffiner au fur et à mesure. Juste inviter les étudiants de la MJDA, il va falloir qu'on retourne si on veut finir la formation qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont des questions, eux autres? Sûrement. Mais ils vont te voir souvent. On va pouvoir les poser à Benoît. Ouais, c'est ça. Ouais, Benoît, Outaouais 2019. Yes. Ça va? Big. On va y retourner parce qu'on a les arbres du CAM et du CAM. OK. Merci. Une question de la part de Catherine? Moi, j'en ai une. Tu nous as bien vanté tous les mérites de vos
système d'études, mais ça reste des microcosmes. Oui. Pas tous. Hein? Les biotuis, c'est des grands peuplements de presque 1 hectare plantés à tous les 2 mètres. C'est comme des forêts. OK, mais Les plusieurs... idents, c'est des mésocosmes. Des mésocosmes. T'as Donc, raison. il y a du edge effect important. On prend les mesures seulement au milieu. Seulement au milieu. Oui, Donc, oui, vous on éliminez enlève l'effet tout de... l'effet. Oui, As-tu d'autres limitations que tu vois dans vos expériences qui fait que ça pourrait être un petit peu plus difficile d'interpréter ce qui se passe dans des forêts? C'est le manque d'années. Je veux dire, au niveau du sol, là, je veux dire, avant que... On n'a pas trouvé beaucoup de changements au niveau des micro-organismes. Ça prend du temps avant que les micro-organismes changent. Là. Ça va, en tout cas, après 4 ans, il n'y avait pas beaucoup d'effets. On pense qu'après 9 ans, il va commencer à avoir un effet. L'autre problème après 9 ans, c'est que nos parcelles sont influencées par les parcelles d'à côté. Ça veut dire que, selon moi, là, ident, Montréal, c'est fini. Là, on les analyse plus par parcelle, on les analyse par voisinage. On peut commencer à regarder. Chaque arbre est cartographié, on sait où est-ce qu'elle est. Donc, on peut regarder des mélanges de façon plus large. C'est le temps. Je pense que c'est ça le gros problème. C'est comment ça peut prendre de temps avant que ta parcelle atteigne... Parce que là, ils sont comme... Mais il y a beaucoup de plantations. Les premières plantations de Finlande, en Allemagne, ils commencent à avoir 15-20 ans, la forêt se ferme. Là, on a des vraies forêts. Là, ça commence à avoir des choses intéressantes. Parce que tout ce qui est avant une certaine stabilité du peuplement, il doit y avoir tellement... Il y a beaucoup de choses qui changent, peut-être. Mais jusqu'à maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'effet semble augmenter au lieu de s'atténuer. Ça, c'est intéressant. Tout ce qui est le réseau fongique, là, puis la fongisphère, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça? Oui, j'ai un étudiant, là, Florentin, un Allemand, justement, qui fait ça. Il a commencé son doctorat cette année, qui regarde tout l'aspect mycorhize. En fait, nous, on regarde les mycorhizes. Pas le... En fait, Puis il y a Ananda qui regarde tout l'aspect des micro-organismes, champignons, bactéries, dans le sol. Puis il y a Maxime Rivet qui l'a fait. Puis il y a Maxime, mais lui, il regardait moins la diversité. Lui, c'était la diversité. Oui, OK. C'est vrai, oui, il l'a fait. Mais au niveau des micro... C'était pas des mycorhizes que tu parlais, toi, tu parlais des champignons. Oui, en fait, c'est tout ce qui est la mycosphère et la rhizosphère, comment il... Florentin, il travaille là-dessus. C'est ce OK. qui a commencé, puis il fait ça sur Sainte-Marie parce qu'il veut voir l'effet d'une sécheresse sur le changement. Il y a quelqu'un là-bas, là, un monsieur Pedro, j'oublie son nom de famille, mais qui travaille sur les mycorhizes. Mais il pense qu'avec la sécheresse, il y aura un changement de dominance entre des spécialistes et des généralistes au niveau des mycorhizes. En tout cas, il y a des idées intéressantes. Cas, si je comprends bien, c'est planté dans des anciens champs agricoles, ouais. avec toute l'histoire pédogénique là, de tes sols au niveau de la mycosphère. C'est pour ça qu'à Montréal, c'est des champs agricoles, c'est riche. On pense que les mycorhizes, c'est moins intéressant qu'à Sault-Sainte-Marie, c'est un sol très pauvre, sableux. Et là, les mycorhizes vont jouer un rôle très important. Mais oui. S'il y a des inoculats. C'est planté autour il y a des forêts partout autour. Okay. Oh, oui, c'est dans un champ, mais c'est des forêts partout autour. Tous nos arbres sont mycorhizés. Là, puis on a regardé les racines, là, il y a beaucoup de mycorhizes dans tous les plants. Ouais. Non, il y avait Yann en arrière, je pense. Ouais. C'est juste ça pour le Highland, vu la densité de plantation. Combien de temps, tu penses, que vous allez pouvoir exploiter évidemment ça va être Mais après, l'idée au départ, c'était 7-8 ans. Donc, Montréal, il y a des rendus à 9 ans, puis selon moi, c'est terminé. Alain, il garde, là, il dit on va en faire, donc oui, probablement. Mais une des résultats intéressants qu'on est en train d'analyser, c'est tout l'aspect de l'auto-éclaircie. Il y a à peu près 20% des arbres qui sont morts. Il y a un étudiant au doctorat là, qui analyse ça, tout l'aspect d'auto-éclaircie. Est-ce que ça change avec les mélanges et tout ça? Ça, c'est intéressant. Donc, Montréal, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai pensé d'en mettre un autre ici. Puis, avec une durée de vie à peu près 7-8 ans. Puis, après ça... Mais il y a des mélanges pratiques qu'on a mis en branle dans le projet Triade il y a à peu près 7-8 ans. On a mis des mélanges, là. On a fait toutes sortes de mélanges en rangée. Mais on ne peut pas avoir de résultats intéressants avant 15 ans. Fait que c'est un peu l'idée de mettre Ident, ça va avoir des résultats plus rapides, comme en milieu tropical. J'étais jaloux. Oui. Tu parlais de mortalité.
première fois, vous ne saviez pas eu une mortalité du tout? Où on a eu, mais très peu, jusqu'à les 5 premières années, très peu. Très, très, très peu, moins de 1%. Mais là, auto-éclaircie, là, ça est en train. Est-ce que les plantes que vous avez utilisées, vous les avez plantées on les a plantés, on les a embrassés, on les a cajolés, on les a arrosés la première année pour s'assurer qu'ils ne vont pas mourir. La deuxième année, on a remplacé ceux qui étaient morts. On avait planté des arbres à côté, puis la deuxième année, tous ceux qui étaient morts, on les a remplacés. Après ça, on n'a presque pas eu de mortalité. Mais ils ont été surtout désherbés. Et on les a désherbés. Ah oui, ça, je ne l'ai pas mentionné, puis ça, je devrais le mentionner toujours. On est la seule expérience qui a éliminé toute autre forme de végétation dans les sites. On les a toutes désherbés à la main. Donc, les arbres se sont développés. Ça, c'est intéressant, je devrais le rajouter, parce que toutes les plantations, les autres plantations de Catherine, il y a plein de graminées autour, il y a des arbres. Donc, tout l'effet, on ne peut pas dire que l'effet est seulement causé par les arbres, c'est causé par toutes sortes de végétation. Mais Ident, on les enlève, on n'a pas utilisé d'herbicide, on l'a fait à la main. Tellement que Connie, elle a dû arrêter de travailler pendant un mois parce qu'elle avait une tendinite. Puis moi, je payais une crème glacée à mes enfants, ils étaient jeunes à ce moment-là, pour venir m'aider à désherber la fin de semaine. Cheap labor. Oui, tout à fait. Puis j'ai payé des équipes de soccer de mon garçon, je les payais, puis ils venaient une fin de semaine, une quinzaine, puis on désherbait. Continuons la question de mortalité, Christian, parce que dans l'article que tu nous as envoyé, il parlait de... Le pas suivant était d'analyser la mortalité. Oui, Et donc la mortalité plutôt due au stress, mortalité due au... Indépendante de la densité. Puis d'ailleurs, on a un postdoc qui est en train de faire ça pour tout le réseau Tridefnet aussi. Parce que là, dans tous les sites, la mortalité commence à augmenter. Donc, on va faire une grosse analyse de tous les sites, dépendante et indépendante de la densité. Oui. On est très intéressés. Il est tard, il faut que je me Non, on avait juste une réunion très intéressante pour vous. Parce que je me suis tellement plaint que la façon qu'ils gèrent nos fonds de recherche, ça n'a aucun sens. Puis qu'à l'UQAM, je n'ai jamais été ennuyé par eux autres autant que ça. Je m'en vais m'asseoir avec eux autres 1 heure, 1 heure et demie, pour leur essayer de comprendre pourquoi, si on dépense 1 cent de plus que prévu dans notre fonds de recherche, il faut demander une permission spéciale. Ça n'a aucun sens. En tout cas. Le SNG est écœuré. Puis le SNG est écœuré. En plus, il nous dit, mais pourquoi vous le demandez? Ça n'a aucun sens. Mais là, ils sont ouverts à ça. J'ai dit, on se déplace, on va s'asseoir, on va commencer. Parce que là, en tout cas. Tu dois arriver là-bas à 2h30 ou oui, il faut que je m'en aille. Ah, OK. Bon, ben, merci, Christian. Merci. Ça ressemble au sirop que j'ai vu au Sheraton à Bogota, ça. Et David, fais pas ça. Une miel de marque, là. C'est nous pour toi. Il est allergique. Je donne pas mon Ouais, on peut... Merci pour ce que tu as fait pour nous. À ton étudiante qui est la seule ici. Comment? J'ai dit David, il pouvait me faire don. Oui, David pourrait faire des bons biscuits avec ça. Ben oui, tout le cours. Christian, les étudiants me donnent toujours la présentation. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Je vais prendre l'ordinateur, je m'en vais.